Bonjour. Quelques mots sur la supervision par le psychologue Bruno Fortin. Alors, si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez un intérêt pour la supervision. Tous les superviseurs ne sont pas rendus à la même place dans leur développement. Certains débutent alors que d'autres ont une longue expérience. Certains sont généralistes alors que d'autres ont une expérience pointue. Certains sont passionnés de pédagogie alors que d'autres, disons, un peu moins. Accepter la tâche de superviseur, c'est pas si simple. Les gens vont dire qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas le goût, qu'ils n'ont pas de formation, que c'est pas maintenant, pas moi. On manque de ressources, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de place. Enfin bref, il y a toujours plusieurs bonnes raisons pour se plaindre que c'est difficile, et c'est vrai que c'est une tâche qui peut être difficile. Puis les réactions spontanées peuvent être malhabiles, là. Fais ce que je te dis puis ferme-la n'est pas la meilleure stratégie pédagogique là, pour donner le goût aux gens de bien travailler. Fais ce que tu veux puis laisse-moi tranquille et pas non plus la stratégie idéale. Les conséquences de ces pédagogies inefficaces-là, il y a une perte d'énergie, il y a une perte de motivation, il n'y a pas d'apprentissage de qualité et il n'y a pas de recrutement des meilleurs candidats. L'encadrement d'étudiants est considéré par une forte majorité des superviseurs comme une occasion d'introspection sur leurs pratiques et une stratégie de maintien à jour des connaissances. Alors, pour préparer l'arrivée du stagiaire, un petit rappel, c'est une bonne idée de préparer une aire de travail pour le stagiaire. Alors, de vérifier est-ce qu'on a l'ordinateur, le téléphone et les articles du bureau nécessaires, est-ce qu'on a les mots de passe pour avoir accès à l'informatique, est-ce qu'on a la cocarde, la petite carte d'identification, est-ce qu'on a une carte magnétique pour ouvrir les portes, les clés, les casiers ou les stationnements. Alors, avant que le stagiaire arrive, on va informer les membres de l'équipe de l'arrivée d'un stagiaire, identifier une personne ressource en cas de notre absence. Lorsque nécessaire, préparez vos patients, informez-les que vous accueillez un stagiaire, précisez son rôle, contactez votre stagiaire pour préciser le lieu de la première rencontre, clarifier l'horaire typique, la tenue vestimentaire souhaitée, l'accès à l'édifice et tous ces petits détails qui vont rendre le séjour un peu plus confortable. On va aussi préparer les documents de référence aux besoins, alors les procédures qui sont propres à votre milieu, les lectures importantes pour le stagiaire, s'il y a des tests cliniques ou des procédures à réviser, le calendrier, des activités, etc. Établissez l'horaire des activités des premières journées de stage, comment vous allez l'orienter, les lectures nécessaires, les rencontres. Faites une liste des lieux importants à visiter et présentez votre stagiaire aux membres de l'équipe et aux personnes ressources. Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Je vais vous présenter la supervision des compétences à développer, la première partie. La présentation va se dérouler en deux étapes. Premièrement, qu'est-ce qu'un stage? Et deuxièmement, quelles sont les compétences à développer chez le superviseur? Alors, qu'est-ce qu'un stage? C'est une période de formation sur le terrain qui permet aux stagiaires de découvrir les caractéristiques du milieu professionnel auquel ils se destinent et se préparer à y faire face dans un contexte aménagé. Elle permet à l'institution de vérifier sa capacité à prendre en charge à un niveau réputé satisfaisant les rôles correspondant à son activité future. Alors, il s'agit d'apprivoiser le milieu de pratique et la clientèle à desservir, d'acquérir la capacité d'intervenir dans un milieu clinique, découvrir les exigences de la profession, vérifier en situation réelle des notions théoriques acquises, mesurer sa capacité à s'adapter à différents milieux de travail, mettre en pratique ce qui a été appris en cours et au laboratoire, contribuer à la connaissance de soi dans l'action en tant que personne, au niveau des valeurs, des forces, des limites, et comme professionnel, au sujet d'être conscient de l'effet de ses actions, et vérifier ses choix de carrière. Alors, qu'est-ce que c'est la compétence? La compétence, c'est la capacité ou l'habilité qui permet de réussir dans l'exercice d'une fonction, dans l'exécution d'une tâche, et d'y exercer une responsabilité.
Il s'agit de la capacité à mobiliser un ensemble intégré de ressources, de connaissances, d'habiletés et d'attitudes en vue d'accomplir une opération, d'exercer une fonction, de s'acquitter d'une tâche ou de réaliser un travail à un niveau de performance prédéterminé en fonction des attentes fixées et des résultats désirés. Plusieurs types de savoirs, des connaissances mémorisées, les savoirs théoriques, contextuels et procéduraux qui servent à comprendre, à décrire, à expliquer un objet ou une situation et à proposer une démarche. On va parler de savoir-faire. Alors, l'actualité, la mobilisation de connaissances dans la pratique, ils sous-tendent des astuces, les tactiques et des activités conscientes, intentionnelles et délibérées. Il s'agit de compétences techniques et d'habiletés liées à l'expérience dans l'exercice d'une activité professionnelle. On va parler de savoir-être, la nature et l'état de l'individu, la manière par laquelle le professionnel se situe en tant que personne à part entière dans la sphère des valeurs, des attitudes, des comportements par rapport au contexte. Le savoir-être permet d'utiliser ses ressources personnelles, aptitudes, qualités, émotions ou aspects physiologiques, dans une situation et un contexte donné. On va éventuellement parler aussi de savoir devenir, une perspective temporelle, évolutive et dynamique. La manière dont l'individu cherche à influencer le cours des choses et à donner un sens à son avenir. Un engagement par rapport à son propre développement professionnel et à celui des autres. L'engagement individuel et collectif dans un processus continu et permanent de développement de soi et de mobilité. L'ensemble des connaissances qu'on acquiert au cours de notre formation se transforme rapidement au cours des années qui viennent, donc il y a un processus constant où est-ce qu'on doit se renouveler, se tenir au courant et continuer à progresser. Alors de plus en plus on parle de formation continue. Alors la formation, c'est pas juste un cours que je suis et tout est terminé, c'est un processus continu qui dure toute la carrière. Faut-il être exceptionnel pour être un superviseur? Alors, si vous pensez à votre meilleur souvenir d'un superviseur, est-ce que c'était quelqu'un d'exceptionnel? C'est possible qu'il y avait certains aspects dans sa façon de vous superviser qui étaient de l'ordre de l'exception. C'est probable aussi qu'il y avait d'autres côtés bien humains et que ce qui vous a transmis, c'était aussi comment un être humain peut gérer ses émotions, comment un être humain peut gérer ses erreurs, comment un être humain peut travailler avec des gens qui sont en formation, certaines journées en étant plus en forme que d'autres. Alors, superviser, c'est aussi transmettre la façon qu'on gère notre humanité. Votre pire souvenir d'un superviseur, c'est possible qu'il y en ait quelques-uns. Alors, habituellement, c'est un moteur pour essayer de faire mieux. Les professeurs apprécient en général, et je crois que c'est un peu la même chose pour les superviseurs, ça va être les superviseurs qui sont capables de faire preuve de compassion, d'intégrité, un souci envers les autres, un certain engagement envers sa profession, un enthousiasme et un certain sens de l'humour, d'être capable de prendre une distance à certains moments du sérieux de la profession. Alors, quelles sont les compétences à développer? On va voir là, les zones de compétences sur lesquelles on va travailler pour augmenter notre sentiment de compétence comme superviseur. Rigueur et pertinence de la planification, choisir des activités pertinentes et adaptées au niveau de développement des apprenants. Alors, on veut connaître les gens qu'on va superviser et adapter les tâches qu'on va leur demander à leur niveau. Si c'est trop facile, ils n'apprennent rien, ils se désintéressent. Si c'est trop difficile, ils vivent des échecs, perdent confiance en leur capacité. Alors on veut progressivement ajuster les tâches à leur niveau. Communiquer les objectifs et le déroulement de l'activité. Alors l'apprenant a besoin d'avoir de l'information sur nos attentes. On veut savoir c'est quoi ses attentes à lui au moment où il amorce un stage. On veut aussi pouvoir lui communiquer nos attentes et les étapes du déroulement de l'activité. Organiser un déroulement logique et pédagogique, c'est plus facile lorsque ça a un sens, lorsqu'on peut anticiper les étapes suivantes. Anticiper les erreurs et les difficultés, bon, naturellement, on sait que certaines parties du stage peuvent être un peu plus difficiles, alors on va faire un peu de pré-coaching, on va prendre un peu de temps avant pour leur expliquer la nature des difficultés, puis les stratégies qu'ils peuvent aborder, qu'ils peuvent essayer, qu'ils peuvent développer.
On va aussi leur communiquer le fait qu'on souhaite une position d'apprentissage, pas une position de performance. On n'est pas constamment en examen final. On veut donner la permission au stagiaire de nous montrer les choses qu'il trouve plus difficiles pour qu'on puisse travailler avec lui, pour qu'il apprenne et qu'il progresse et qu'à la fin de son stage, on ait pu travailler sur les choses qui sont essentielles et les plus difficiles pour lui. Alors, on va aborder c'est quoi vos attentes par rapport à une supervision satisfaisante, comment avez-vous mis en place les règles à ce sujet, comment ces règles ont-elles été formulées, est-ce que ces règles ont été enseignées. Alors, c'est important, on n'attendra pas à la fin du stage pour dévoiler nos critères de correction. Alors, on veut déjà au début aborder avec l'apprenant ce sur quoi notre attention va se porter de façon particulière. Des activités variées et signifiantes. Alors, si on veut lui donner à notre apprenant des modèles de rôle, alors c'est possible qu'il nous observe en action, c'est possible qu'on fasse des choses côte à côte, où est-ce qu'ils peuvent nous voir en train de travailler, c'est possible qu'on prenne un rôle d'observateur où on le regarde agir en notre présence, et c'est possible, dans certains stages, c'est possible qu'on demande à de l'apprenant de transmettre ses propres connaissances en supervisant un débutant, un novice. Alors, ça peut faire partie du cycle d'apprentissage. Une bonne façon d'intégrer les connaissances et d'en transmettre une partie à quelqu'un qui est en début d'apprentissage. Alors, c'est possible qu'on demande à notre étudiant d'écrire, de résumer verbalement, de nous démontrer à travers des jeux de rôle, à travers des mises en situation imaginaires ou réelles. Et on va l'encourager à réfléchir sur les différentes possibilités. Là. Le problème pourrait être dû à telle chose ou telle chose. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses qu'on peut faire? Alors, on veut donner l'occasion à notre apprenant de développer son raisonnement par rapport aux problèmes qu'il va rencontrer. Le respect des processus d'apprentissage, on veut favoriser l'objectivation, d'être capable de réfléchir, d'utiliser notre capacité de raisonner pour comprendre, décortiquer un problème. Le transfert des processus, ça peut s'appliquer dans une situation. Est-ce qu'il y a une autre situation semblable? Est-ce que ce serait la même chose si c'était quelqu'un d'un autre sexe? Est-ce que ce serait la même chose si c'était une personne d'un autre âge? Alors, on veut transférer ce qu'on apprend pour pouvoir l'utiliser aussi dans d'autres contextes. Fournir à l'élève une rétroaction sur ses apprentissages, alors plutôt que de donner une seule grande évaluation à la fin du stage, ce qui devient plutôt angoissant. On veut plusieurs rétroactions, plusieurs feedbacks dans la mesure où c'est possible, à faible risque. Alors, que ça va favoriser une position d'apprentissage si l'étudiant peut démontrer où est-ce qu'il en est et qu'on lui donne des suggestions d'amélioration de façon relativement continue, plutôt que ce soit le grand événement de l'évaluation où est-ce qu'on voit comment la personne se débrouille avec le stress, mais on ne voit pas toujours le meilleur de ce que la personne est capable de faire. Alors, plusieurs observations en situation naturelle, en situation réelle, semblable à ce que le travail va être. Utiliser l'erreur de façon constructive et efficace, on apprend à travers ces erreurs. L'important, c'est de ne pas les répéter et d'apprendre des choses, des erreurs ou des situations inconfortables qui nous posent problème. Alors, c'est des occasions d'apprentissage. Et on va ajuster notre supervision à ces difficultés-là. Alors, naturellement, on encourage notre apprenant à voir, entendre, faire, ressentir, raisonner. On va l'encourager à nous raconter des choses, à nous démontrer ses capacités. Il va apprendre à travers des lectures, peut-être à travers certains textes, certains résumés, certains dossiers, où est-ce qu'il peut nous montrer ses talents. On va promouvoir l'idée que les erreurs sont des occasions d'apprentissage et faire la différence entre la position d'apprentissage et la position de performance. Alors, si la personne qu'on supervise se sent obligée de nous montrer constamment qu'il est très bon, ça ne lui donnera pas beaucoup l'occasion de nous montrer ses préoccupations, ses difficultés, ces zones sur lesquelles il a avantage de travailler. Alors, on veut lui donner cette permission-là de nous présenter les zones sur lesquelles il a besoin de notre aide. Et comme modèle de rôle, on va l'encourager à apprendre des choses de notre façon de le faire. Naturellement, il y a des gens qui vont prendre ça comme une forme de compétition. Alors, on n'est pas là pour
prendre une position haute par rapport à notre superviseur, on veut l'encourager à devenir une meilleure version de lui-même, probablement différent de nous, mais bon, dans la vie, on a plusieurs superviseurs et plusieurs professeurs. Le but, c'est pas de prouver qu'on est meilleur, ce qui serait montrer qu'on est meilleur et que notre étudiant ne passe pas ses stages, c'est un échec pour nous. Alors, on va apprendre de ce risque-là. On a avantage plutôt à aider notre résident à traverser cette étape de son apprentissage-là et d'obtenir un succès à son service. L'efficacité de la communication, s'exprimer dans une langue correcte adaptée à l'apprenant. Alors, on va faire attention au niveau de langage, on va l'adapter à la personne avec qui on travaille. On va s'assurer de la compréhension des explications. Une des façons de le faire, c'est de demander, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as retenu? C'est quoi les différentes étapes par lesquelles tu vas passer pour faire ce que je t'ai demandé de faire aujourd'hui? Alors, comment donner une rétroaction positive? Bon, c'est des choses sur lesquelles on va revenir dans d'autres vidéos. Mais bon, je pense que l'élément important, c'est qu'on est là pour favoriser les petites étapes d'apprentissage pour que la personne progresse par rapport à son cheminement. Alors, c'est possible qu'on dise, on va demander régulièrement aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. On va les voir travailler, on va pouvoir leur dire, écoute, je t'ai vu travailler, je sais que tu as fait des bonnes choses, des bons coups. Nomme-moi donc 2 bons coups que tu as fait aujourd'hui dans cette partie-là de stage. Et on va aussi leur demander est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus difficiles. Et on va mettre l'accent sur les aspects positifs, puis présenter les étapes subséquentes. Alors, dans quelques semaines, à l'intérieur de ton stage, ça va devenir un peu plus facile pour toi de... Alors, c'est possible, par exemple, prenons l'exemple d'un stagiaire qui parlerait trop. Alors, c'est possible qu'à certains moments, c'était adéquat. Dans une certaine circonstance, il y avait de l'information à donner, c'était bien donné. Alors, il y a eu d'autres moments où la personne était plus en contact avec ses émotions, il y avait plus besoin d'être écouté. Alors, on va quand même souligner l'aisance verbale de la personne, son côté expressif, et que dans plusieurs situations, ça va être positif. Maintenant qu'on pourrait rajouter à ça, lorsqu'on a des évidences, là, que la personne avec qui on travaille nous donne des signes un peu plus d'émotion, de prendre un mode d'écoute. Alors, de développer la capacité d'écouter, de donner la parole à la personne un certain temps. Alors, on va encourager nos résidents à prendre conscience de leurs forces et de leurs bons coups, puis on va les aider à identifier les étapes suivantes et les autres ressources qu'ils pourraient développer pour avoir le choix. On veut une palette d'interventions possibles. Alors, les gens qui sont très rapides vont avoir besoin d'apprendre à ralentir dans certaines circonstances. Les gens qui sont très minutieux vont devoir apprendre à avoir une version brève dans certaines circonstances où c'est nécessaire. Alors, on ne jette rien, on garde ces ressources-là, mais on va rajouter une autre couleur à notre palette. Est-ce que le témoin de travail est propice aux apprentissages? Alors, on veut que notre apprenant soit à l'aise de nous exprimer ses difficultés. On veut garder des moments pour lui donner la permission de nous parler de comment il trouve la supervision, est-ce que c'est utile, est-ce qu'on aborde des choses qui sont importantes pour lui, est-ce qu'il y a une façon différente qu'il souhaiterait, là? On va vérifier son point de vue et sa rétroaction par rapport à ça. Les forces et les défis du milieu, on va tenir compte de la disponibilité réelle des ressources et planifier du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a, comme dans la vraie vie et comme dans le contexte du travail où notre apprenant va se retrouver. Est-ce que votre apprenant se sent en sécurité? Bon, avoir la bonne information, avoir l'information qui est fiable. On ne dira pas nécessairement à notre apprenant tout ce qui nous passe par la tête, mais tout ce qu'on va lui dire va être vrai. Alors, on est au service de l'apprentissage, on va favoriser là, une expression dans un langage et à une vitesse qui est possible d'intégrer pour notre apprenant. Alors, comment utiliser les forces des apprenants? On va d'abord les identifier, on va leur donner des tâches qui sont adaptées, on va leur donner l'occasion de vivre des petits succès. Alors, c'est préférable d'avoir des petites étapes où la personne peut polir ses habiletés, puis les développer progressivement, puis identifier une zone
vers quoi ils se dirigent dans la prochaine étape de leur développement. Alors, c'est plus facile de se sentir compétent et fier de ce qu'on fait lorsqu'on réussit plusieurs petites étapes. En même temps, les gens ne voient pas toujours leur cheminement, alors on va leur servir d'assistant pour jeter un regard sur les progrès qu'ils font. Le dynamisme, s'exprimer de façon vivante, varier ses moyens de communication, puis les différents types de communication, utiliser efficacement le langage non verbal. Alors, c'est possible qu'on soit un superviseur, c'est possible qu'à certains moments, on puisse s'allier des collègues, qu'on soit 2 ou 3, qu'on ait des alliés dans le milieu, que la personne rencontre d'autres personnes qui travaillent différemment. C'est possible qu'on soit un modèle à certains moments d'écoute, de silence. C'est possible qu'on transmette l'idée que nos supervisions sont préparées comme on s'attend que lui prépare son travail. On va mutuellement se donner des tâches et des défis à remplir et préparer les supervisions subséquentes, les choses sur lesquelles on peut travailler pour se préparer. Les exigences stimulantes, faire preuve de réalisme dans les exigences de fonctionnement, communiquer clairement ses exigences et les justifier. On peut référer régulièrement au milieu de travail éventuel, où les choses ne sont pas toujours idéales. Alors oui, il y a des journées qu'on peut être presque grippé et on va quand même devoir passer à travers la journée. La discipline, mais prévenir les sources potentielles de perturbation, détecter les comportements perturbateurs, intervenir efficacement sur les comportements qui sont inacceptables, appliquer les règles disciplinaires avec réalisme et cohérence. Alors, on ne passera pas sous silence les retards répétés, des conversations qui peuvent être difficiles mais qui sont importantes pour que la personne se rende compte. Là. Alors, certains types d'habillement peuvent poser problème dans le milieu. Certains types de langage un peu trop vulgaires peuvent être aussi repris. Alors, on veut profiter de ces occasions-là comme occasion d'apprentissage, passer un message sur l'importance de développer un comportement qui va être apprécié dans le milieu de travail. Pour la gestion des émotions, une des stratégies, c'est d'identifier les faits, l'histoire qu'on se raconte. Bon, par exemple, mon étudiant est en retard. L'histoire qu'on se raconte. Bon, il ne prend pas ça au sérieux, il ne me respecte pas beaucoup, il n'a pas d'allure, est-ce que c'est un TDAH? On peut se compter toutes sortes d'histoires là-dessus. Est-ce que c'est une personne qui a un déficit d'attention? L'émotion qu'on a, c'est possible que ça nous fâche, c'est possible que ça nous attriste, c'est possible que ça nous inquiète pour son succès, on peut avoir de la curiosité sur qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Une des façons d'intervenir, moi, c'est de décrire les faits puis d'exprimer nos souhaits. Je remarque que tu es 20 minutes en retard. Ce serait important à l'avenir. Je m'attends que tu arrives quelques minutes plus tôt. Susciter une réaction, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prêt à faire ça? Puis écouter la réponse. Alors, lorsqu'il y a une demande de changement formulée, plutôt que critique, on va penser en termes de demande de changement. Alors, on peut procéder en décrivant les faits. Donc, tu es arrivé une demi-heure en retard. Moi, je me suis dit, bon, il ne prend pas ça très au sérieux. Je me suis dit, bon, c'est pas très respectueux. C'est quelque chose qui va y poser un problème dans son travail. J'étais à la fois un peu curieux, puis un peu frustré d'être obligé d'attendre et de retarder d'autres activités que j'ai à faire. J'aimerais ça que tu sois à l'heure pour les prochaines rencontres. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prêt à t'engager à ça? Puis écouter la réponse. On va aussi donner de l'information, ce qui c'est conforme aux attentes. Alors, la personne qui fait une partie du travail au début de stage, on ne s'attendra pas nécessairement qu'il soit aussi performant que les gens qui ont déjà la formation complète. Alors, on va donner cette rétroaction-là. Bon, oui, c'est vrai qu'il a fait moins que vous, mais que c'est conforme aux attentes pour quelqu'un qui est à ce niveau-là. Rappeler les règles et les raisons d'être. Alors, autant par exemple, par rapport à la ponctualité, si on n'est pas à l'heure, les autres collègues sont obligés de pallier et des fois de travailler un peu plus fort. Alors, c'est important pour le climat de travail d'être respectueux des heures de travail. Anticiper les conséquences, alors qu'éventuellement, ça peut créer des tensions. Développement d'autonomie, alors confier des responsabilités aux apprenants, offrir aux apprenants des occasions de faire des choix, de prendre des initiatives, valoriser le travail et les comportements positifs des apprenants. Alors on veut voir les bons coups, on veut les souligner, on veut en reconnaître la valeur.
Un sens participatif et justice, bon, consulter les apprenants, tenir compte du contexte dans ses jugements, ses interventions, traiter tous les apprenants avec justice. Alors, s'il se passe un événement quelconque, si on revient au retard, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire qu'on s'est racontée, qu'est-ce qu'on a imaginé? À l'avenir, comment qu'on souhaite que les choses se passent? L'avantage de respecter les attentes, la notion d'être un bon travailleur ou un professionnel, et bon, faire la différence entre certaines situations qui sont des préférences et d'autres situations qui sont vraiment des exigences du milieu, qui peuvent amener à ne pas présenter un travail à la date prévue, un impact sur la note. Alors, de faire la différence entre nos préférences, nos suggestions et les exigences qui peuvent être sanctionnées. La cohérence et la maîtrise de soi, s'astreindre soi-même à des exigences éthiques et professionnelles. On est un modèle de rôle, donc ça implique que, dans la mesure où c'est humainement possible, on va avoir un comportement moral respectueux et avec le langage approprié. On va intervenir avec calme, on va dire la vérité aux apprenants, on ne dira pas tout ce qui nous passe par la tête, mais ce qu'on va dire va être vrai, et on va assurer des interactions harmonieuses. On assume notre modèle de rôle, on sensibilise nos apprenants à la prudence qu'il y a à faire dans leur communication sur les réseaux sociaux, par exemple. Le défi de la complexité, que souvent les situations sont plus complexes, on va les entraîner à réfléchir et à envisager différentes possibilités. Et on va favoriser le développement moral. Au début, les gens pensent que le plus fort a raison, c'est parce que je veux que c'est de même qu'il faut que ça se passe. Éventuellement, on fait pour autrui ce qu'ils ont fait ou qu'ils vont faire pour nous. Un peu plus évolué, on va traiter les gens comme tous aimeraient être traités au niveau interpersonnel et finalement, on va respecter les valeurs et les règles d'un système social complexe. Alors, on veut que les gens soient sensibilisés à l'importance d'avoir un comportement qui tient compte du point de vue de l'autre. Alors, on veut que les gens soient capables d'exprimer comment eux voient les choses, comment ils se sentent et comment ils aimeraient que les choses se passent, mais on veut aussi qu'ils soient intéressés à comment les autres vivent les choses, comment les autres voient ça et comment les autres souhaiteraient que les choses se passent. Alors, puis d'être capable de se mettre à la place de l'autre, de développer son empathie. Comment tu te sentirais dans cette situation-là? Comment tu imagines que la personne se sent? Et bon, si c'était ton ami, ton frère, tes parents, comment tu réagirais à ça? On veut complexifier la perception des situations. Puis, bon, assouplir un peu ce qui pourrait être des préjugés ou des préconceptions. Le souci du climat, créer un environnement détendu, personnaliser ses interactions, ajuster ses interventions à l'état de l'apprenant. La connaissance des apprenants, reconnaître les différences entre le monde du travail et le monde des études, tenir compte de la culture et de la vie des apprenants. Alors, la meilleure façon de les faire cheminer, de les rassurer, c'est d'avoir de l'information sur leurs inquiétudes, leurs préconceptions, et pouvoir leur donner de l'information qui est adaptée à là où ils sont. Alors, champ d'études et stages antérieurs, ça va nous être utile pour planifier la suite des choses. Les projets d'avenir, ça va nous aider pour les motiver, pour faire miroiter la suite des choses, puis leur intérêt et leur passion, pour adapter nos métaphores et notre langage à leurs besoins. Le respect du mandat du stage, connaître les raisons d'être du stage, planifier la supervision en fonction des objectifs du stage, des observations pratiques ou l'intégration. Évaluer les apprentissages en respectant le mandat et les contrats initiaux. Des initiatives pédagogiques, bon, adapter les stages aux besoins des apprenants, choisir des stratégies pédagogiques variées et adaptées aux besoins des apprenants, utiliser le matériel didactique de façon autonome et responsable. Clarifier les raisons d'être du stage, annoncer son déroulement, évaluation continue, rétroaction régulière et évaluation par étapes. Le respect des normes et procédures, s'assurer le suivi pédagogique et disciplinaire des apprenants, lire à jour ses dossiers, respecter les normes et échéances administratives, fournir aux intervenants, aux apprenants les informations relevant de sa compétence. Prise en charge de son développement professionnel. Alors, on vous invite à clarifier vos positions, s'adresser aux bonnes personnes de la bonne façon, dire les bonnes choses aux bonnes personnes avec la bonne intensité, faire des demandes de changement plutôt que des critiques, différencier préférences et exigences, délimiter votre zone de pouvoir et votre marge de manœuvre, puis aider votre apprenant à délimiter sa propre zone de pouvoir et sa marge de manœuvre.
La formation continue, c'est continu et ça va durer de l'école à la retraite. Quelques éléments clés en terminant. Superviser demande des compétences qui s'apprennent et se développent tout au long de sa carrière. Cela permet d'approfondir ses connaissances, de garder contact avec les jeunes générations, de se tenir à jour. C'est une occasion de transmettre les connaissances et les valeurs qui nous tiennent à cœur. Ça favorise une réflexion personnelle sur sa pratique et une stimulation supplémentaire au travail. Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Je vais vous présenter la supervision des compétences à développer, deuxième partie. Le plan de la présentation, on va voir quel est le rôle du superviseur, est-ce qu'on peut en rire, comment questionner de façon à favoriser la pensée réflexive et quelques réflexions en guise de conclusion. Quel est le rôle du superviseur? La supervision se réfère au processus par lequel l'étudiant et un praticien d'expérience sont impliqués dans une relation qui a pour but ultime de développer la compétence de l'étudiant dans son contexte pratique. Cela implique des échanges continus qui encouragent la pratique réflexive du stagiaire. Les personnes ne sont pas des bouteilles vides à remplir de connaissances, mais des organismes extrêmement vivants qui n'attendent que l'occasion de s'épanouir. Alors, on m'a déjà parlé que ce n'est pas des bouteilles vides à remplir, que c'est plutôt un feu qu'il faut allumer pour que la passion les emporte à avoir une carrière intéressante. L'apprentissage réel est un processus de la pensée qui est déclenché par l'admiration, l'émotion, la surprise. Alors, quelle passion habite votre apprenant? Ça va aider à ce que son cheminement soit rempli d'énergie positive. Ajouter des ressources, s'orienter vers les solutions, diriger l'attention. Alors, je ne sais pas si vous êtes conscient que vous avez déjà un beau bout de chemin de fait. Je me demande si vous réalisez jusqu'à quel point que vous avez fait un bon travail aujourd'hui. Alors, on veut aider nos apprenants à prendre conscience de leur cheminement et de voir un processus continu où les choses qu'ils ne savent pas, ils peuvent les apprendre et qui en savent déjà un peu plus que ce qui était le cas au début. Formuler des suggestions. Alors, c'est possible que vous ayez l'impression que ça n'a pas été très bien aujourd'hui, mais vous pourriez aussi constater que il y a au moins 3 personnes qui ont eu un bon coup de main grâce à votre travail, que ce que vous avez fait va nous sauver beaucoup de temps demain. Alors, on peut présenter un point de vue alternatif, sans nier la réalité. Vous avez fait la plus grande partie du chemin, vous êtes prêt à poursuivre votre apprentissage, vous pouvez maintenant tourner la page et passer au chapitre suivant. Souvent, lorsque les gens ont fait une erreur, on peut les rassurer sur « je suis certain que la prochaine fois que ça va se présenter, vous allez réagir différemment ». Co-construire des images intérieures. Alors, on va encourager la personne à nous parler de sa façon de voir les choses. Et à travers la supervision, l'aider à avoir un point de vue plus complexe, plus nuancé, qui inclut des apprentissages qui vont l'aider aux étapes subséquentes. Alors, on nie pas la réalité, mais on en présente une image plus complexe qui inclut des étapes subséquentes vers un apprentissage recherché. Faire émerger les apprentissages antérieurs. Alors, qu'est-ce que tu connais à ce sujet-là? Alors, c'est pas inutile de faire remonter à la surface certaines habilités, certaines connaissances.
c'est une bonne façon de se préparer à affronter de nouveaux défis ou à utiliser nos ressources pour affronter les problèmes qui se présentent. Planifier l'application des apprentissages dans l'avenir, dans le pré-coaching, mais aussi, lorsque tu vas dans ton milieu de travail puis que cette situation-là se présente, et c'est toi qui as la responsabilité de régler ça, qu'est-ce que tu ferais? Alors souvent, lorsque les gens se mobilisent en étant la personne responsable qui doit décider, alors leurs ressources sont plus disponibles que s'ils se tournent vers le superviseur trop rapidement, trop facilement. Favoriser le transfert des apprentissages. Il y a des habiletés qu'on a au travail qui peuvent être utiles dans le loisir, qui peuvent être utiles à la maison. Apprendre à régler des problèmes, ça peut se faire partout. Alors, on veut aider les gens à utiliser toutes leurs ressources. Les points de comparaison, on va aider les gens à nuancer un peu les exigences qu'ils peuvent avoir envers eux-mêmes. Est-ce qu'il faut vraiment être le meilleur au monde? Est-ce qu'il faut être le meilleur par rapport à la moyenne des intervenants? Est-ce qu'il faut être le meilleur dans la moyenne de notre groupe d'âge? Est-ce qu'il faut viser le minimum acceptable ou est-ce qu'on n'est pas mieux plutôt de viser à devenir le meilleur de soi-même? Alors, je pense que c'est un point de vue qui peut être riche de se rappeler de comment on était avant et comment on devient en apprenant de plus en plus de choses, de constater ce cheminement-là. Alors, on ne fait pas d'un éléphant une rose et d'une rose un éléphant, mais on peut devenir une meilleure version de la rose. Et on peut se demander à soi-même de continuer son cheminement vers la suite de notre vie. Les critères de satisfaction, est-ce que ça doit vraiment être basé sur la performance? Lorsqu'on est en stage, lorsqu'on est en situation d'études, c'est beaucoup une question d'apprentissage. Alors, à la fin de la journée, même si on n'a pas été super performant, surtout en début de formation, mais qu'on a appris beaucoup de choses, le job est fait. La valorisation peut provenir de ce que j'ai appris, pas juste de ce que j'ai réussi à performer. Apprendre de ses erreurs. Il y a des gens qui passent leur vie le nez dans la poubelle et vont se plaindre que ça pue, bien sûr. Alors, il existe des choses difficiles, la souffrance, des injustices, la solitude, la mort, des absurdités. Maintenant, passer cette journée à contempler ces choses désespérantes-là ne nous aide pas nécessairement à avoir la meilleure qualité de vie et à profiter de la vie qui est là. Alors, on peut aussi sortir de notre nez de la poubelle et aller respirer les fleurs et trouver des aspects de la réalité actuelle qui méritent qu'on leur accorde de l'attention. Alors, on va aider les gens à apprendre à diriger leur attention vers ce qui est le plus utile ou le plus fécond ou le plus favorable à leur apprentissage. Alors, diriger son attention est un des éléments importants par rapport au succès, à la satisfaction par rapport à sa vie, à ses études et à son travail. Alors, un échec, comme lorsque Christophe Colomb n'a pas réussi à trouver la route vers l'Orient et s'est retrouvé en Amérique du Nord. Alors, c'est un exemple d'image pour souligner que certaines erreurs qui ont des conséquences qui peuvent avoir un effet surprenant. La motivation, ça peut être s'éloigner de ce qu'on ne veut pas. Il y a des gens qui passent leur temps à fuir certaines situations qu'ils craignent. Malheureusement, ça fait des état de tension qui peuvent être inconfortables. On peut s'approcher de ce qu'on désire. Alors, d'avoir une idée de ce vers quoi on veut aller, pas juste de ce qu'on veut éviter, peut nous laisser dans un meilleur état, un état un peu plus favorable à l'apprentissage. Alors, comment tu aimerais que ça se passe si tout va pour le mieux? Ça peut être une question qui nous amène dans la bonne direction. Présenter explicitement les stratégies que vous trouvez efficaces. Alors, souvent, lorsqu'on est un travailleur habitué, on a pris les habitudes de faire des choses de façon un peu automatique. Pour superviser quelqu'un ou pour servir de modèle de rôle, ça va être utile d'être capable de décrire à haute voix les étapes de ce qu'on est en train de faire, de ralentir un peu et d'être capable de retrouver pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors, c'est un des effets positifs de superviser ou de former des gens. Ça nous amène à reprendre contact avec le bout de chemin qu'on a fait, puis de le partager avec d'autres. Donc, de rendre explicite les stratégies. Bon, là, j'ai vu telle chose, je me suis dit, faites telle hypothèse, et je vais aller vérifier mon hypothèse de telle façon.
Et si c'est ça, je vais faire tel et tel comportement. Si c'est autre chose, je vais faire autre chose. Alors, de rendre explicite ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que notre apprenant puisse l'intérioriser. Utiliser la répétition et de la révision pour inscrire des connaissances à la mémoire à long terme. Alors, former, superviser, enseigner, c'est se répéter. Alors, c'est normal, c'est pas inhabituel, il faut s'attendre à ça. Alors, il faut répéter plusieurs fois pour que ça s'intègre dans différents contextes. Alors, on peut, par exemple, imaginer, on présente une théorie, on donne un exemple de l'application de tout ça, on donne un deuxième exemple, on compte une métaphore, une image, c'est comme s'il y avait telle chose. Dans un autre contexte, ok, ça c'est pas juste à la maison, c'est parfois dans les loisirs, c'est parfois au travail. Un contre-exemple, bon, naturellement, dans telle autre situation, on ne voudrait pas que ça se passe, parce que là, ce serait contre-productif. Une histoire. J'ai rencontré un patient qui a vu telle chose, qui a fait telle affaire, puis ça lui a donné tel résultat. Alors, ça peut être une anecdote, ça peut être une parabole, ça peut être un exercice. OK, je te suggère de faire ça de cette façon-là, montre-moi donc comment tu le ferais. Ou décris-moi donc, écris-moi, pendant que je vais aller faire autre chose, écris-moi 3 exemples, 3 bonnes raisons de changer telle chose ou de faire les choses différemment. Ça peut être aussi de demander à notre apprenant, bon, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a discuté aujourd'hui? Alors, ça peut être utile. Une autre façon de le répéter, c'est de demander à notre apprenant de le répéter lui-même. Et on a plus tendance à retenir et à faire les choses dont on parle soi-même. Alors, puis, éventuellement, en période de formation plus avancée, et d'encourager notre apprenant à l'enseigner à quelqu'un d'autre, de le transmettre, ce qui nous oblige à mettre de l'ordre un peu dans nos pensées. Maîtriser la nervosité, alors on sert de modèle de rôle aussi dans notre façon de maîtriser notre propre anxiété. On va encourager à la fois normaliser le fait que c'est normal dans des situations d'évaluation, faire un peu d'anticipation craintive et d'être un peu nerveux. Maintenant que c'est des choses qu'on peut apprendre à maîtriser, on évite les pensées catastrophiques, on fait un peu de relaxation ou de méditation ou de respiration profonde ou de quelle que soit la technique qui fonctionne pour la personne. Alors on peut à la fois reconnaître la normalité de l'existence de la nervosité, puis encourager la personne à utiliser ses moyens. Encore là, on peut rendre explicite notre propre façon. Alors, le pire qui peut arriver, c'est telle chose. La plupart du temps, c'est plutôt telle chose qui se produit. J'ai déjà fait face à ce genre de situation-là. Je devrais être capable de le faire encore. Probablement, je vais apprendre. Alors, de présenter une vision plus nuancée et éviter d'alimenter les fantaisies catastrophiques et de les croire comme si c'était des certitudes et des réalités. Alors, on va accompagner aussi nos apprenants par rapport à la gestion des émotions. On va aussi varier les stimuli. Alors, on va essayer parfois d'écouter, parfois de poser des questions pour préciser exactement ce qui s'est passé, les faits très précis, de faire décrire ce qu'ils ont fait, de nous demander de faire un jeu de rôle, de nous démontrer ce qu'ils ont fait. On va les observer, on va leur demander de nous observer, d'observer des collègues, d'en discuter avec d'autres, de faire un résumé par écrit, de faire des notes. Alors, on va essayer de varier un peu les stimuli, de donner des petits défis, la prochaine fois de leur donner une marche supplémentaire à monter dans leur progrès. Alors, on veut avoir une certaine variété. Parfois, on va suggérer des lectures, on peut donner une feuille qui explique une procédure, on peut leur demander de faire une petite recherche là-dessus, de nous en parler la fois suivante. Alors, on peut varier les choses naturellement, idéalement, suffisamment planifié pour que si on leur donne une tâche, on s'en rappelle la fois suivante et qu'on leur demande de nous en reparler. Est-ce qu'on peut en rire? Est-ce que c'est possible, comme superviseur, d'avoir le droit de rire de certaines situations? Bien sûr. Naturellement, le rire, ça peut être une arme à double tranchant. Le rire le moins risqué, c'est lorsqu'on rit de soi-même, naturellement.
Alors, comment questionner de façon à favoriser la pensée réflexive? Alors, il y a plusieurs façons. Qu'est-ce qu'on fait en supervision? Bon, on peut toujours, de façon classique, on demande aux gens est-ce qu'il y a des bons coups que tu as faits? Peux-tu me donner 2 bons coups? Tu as une situation que tu as trouvée plus difficile? Peux-tu m'en parler? C'est tentant d'axer la supervision sur le contenu, sur qu'est-ce qu'il faut faire dans le travail, voici comment on fait ça. Mais on peut aussi utiliser nos connaissances pédagogiques pour aider la personne à réfléchir et à apprendre quelque chose par la réflexion et avoir plus de choix à faire et être capable de comprendre un peu mieux ce qui se passe par sa réflexion. Alors, le type de questions qu'on peut poser, par exemple, bon, résume-moi brièvement ce qui s'est passé. Alors, la personne t'a rencontré, l'interaction, le travail que tu as fait. Quel est le problème? Alors, qu'est-ce qui était problématique dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Alors, on encourage à faire des hypothèses et à réfléchir sur les problèmes. Alors, comment on est venu à cette conclusion-là? La personne nous décrit son point de vue. Alors, c'est quoi les évidences, les critères? Alors, sur quoi on se base pour conclure que c'est ça le problème? Nomme-moi 3 hypothèses que tu aurais pu faire dans ce cas. Explique-moi pourquoi tu as choisi celle que tu as choisie. Alors, on peut faire d'autres hypothèses. Est-ce que c'est possible que ce soit ça, effectivement, mais aussi d'autres hypothèses? La personne peut être en retard parce qu'elle est paresseuse, c'est une hypothèse, mais elle peut aussi être en retard parce que sa conjointe est décédée, parce qu'elle faisait de la fièvre ce matin, parce qu'il y avait un embouteillage où la moitié de la ville était sur le pont. Il y a plusieurs raisons qui sont possibles. Et tant qu'on ne sait pas c'est des hypothèses, on n'est pas obligé de croire toutes les hypothèses qui nous passent par la tête. Souvent, c'est la pire. Souvent, c'est celle qu'on craint. Alors, des fois, on va prendre le temps d'aller chercher l'information, mais bon, de toute façon, c'est une bonne idée d'aider l'apprenant à complexifier un peu sa perception des situations, puis à nous présenter d'autres problèmes que ça aurait pu être, puis pourquoi que son raisonnement l'a aidé à éliminer non, c'était pas ça. Toi, est-ce que tu as des questions? Alors, c'est possible qu'il nous décrive tout ça, qu'on lui suggère ou qu'on le félicite ou qu'on trouve des alternatives. Mais bon, il faut prendre le temps de vérifier si ça peut être une source d'apprentissage supplémentaire, si la personne est proactive et s'entraîne à réfléchir et à poser des questions au superviseur. C'est quoi ton plan? Alors, avant de lui suggérer un plan ou au lieu de lui suggérer un plan, c'est une bonne idée de vérifier c'est quoi d'après toi la prochaine étape, qu'est-ce que tu ferais. Si tu es tout seul, si tu es au travail, puis si tu es à ta job, qu'est-ce que tu ferais avec cette situation-là? Qu'est-ce que tu as fait de bien? C'est toujours une bonne question. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Ça peut être une autre bonne question. Bon, quel sujet de lecture serait pertinent lorsque les gens apprennent par la lecture? Y a-t-il quelqu'un avec qui on pourrait en parler? Y a-t-il une expérimentation, quelque chose qu'elle pourrait essayer pour vérifier ses hypothèses? Y a-t-il de l'information supplémentaire qu'elle pourrait aller chercher? Alors, c'est intéressant de donner l'occasion à la personne, en variant nos activités, d'avoir un petit devoir, une petite tâche, une petite suggestion pour prolonger notre supervision dans le temps. Alors, en guise de conclusion, superviser, c'est aller à la rencontre d'une autre personne. Certains vous verront comme une figure d'autorité, d'autres comme un modèle idéal, mais certains aussi comme une figure rivale. Alors, c'est des êtres humains, alors il faut s'attendre qu'il va y avoir des interactions parfois complexes et qu'on va avoir à en tenir compte. On est au service de l'apprentissage des gens qui travaillent avec nous. Alors, comment les accompagner? Bien souvent, ça va passer par bien comprendre de quelle façon que les gens se relient à nous et de collaborer pour, au besoin, les rassurer, au besoin, les ramener sur un terrain propice à l'apprentissage. Vous pourrez faire votre part pour leur offrir une alliance positive et rassurante, car la crainte du mépris et du rejet rend sourd et aveugle. Alors, si on veut créer un climat favorable à l'apprentissage, c'est certainement pas en devenant en compétition et en voulant prouver qu'on est le meilleur.
On veut créer une alliance positive rassurante pour créer un climat favorable à l'apprentissage dans la mesure où c'est possible. On veut aussi éviter de favoriser la dépendance, l'infériorité, la soumission, l'intellectualisation et l'imitation superficielle. Et ça peut être tentant, on peut être séduit par cet apprenant-là qui fait tout ce qu'on rêvait qu'un apprenant fasse. Maintenant, si c'est une imitation superficielle, c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir utiliser dans des situations où il va en avoir vraiment besoin. Alors, on est mieux d'avoir accès à ses vrais problèmes et ses vraies difficultés et pour qu'il apprenne à y faire face et à les gérer différemment lorsqu'il va arriver dans des situations de la vraie vie. Alors, on va éviter de favoriser la dépendance, l'infériorité, la soumission, l'intellectualisation et l'imitation superficielle. Alors, vous contribuez à former une relève autonome de qualité pour les années à venir et nous vous en remercions. Quelques éléments clés en terminant. Superviser demande des compétences qui s'apprennent et se développent tout au long de sa carrière. Cela permet d'approfondir ses connaissances, de garder contact avec les jeunes générations, de se tenir à jour. C'est une occasion de transmettre les connaissances et les valeurs qui nous tiennent à cœur. Ça favorise une réflexion personnelle sur sa pratique et une stimulation supplémentaire au travail. Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Nous allons voir maintenant les différents rôles, les différentes étapes de l'apprentissage dans le rôle de superviseur, qui peut se subdiviser en plusieurs rôles différents. Alors, il y a différentes étapes avec différents apprenants qui vont rencontrer des difficultés là, qui vont être personnelles. Alors, ça peut arriver qu'on ait à modifier un peu notre façon d'intervenir. Alors d'abord, il y a le rôle d'éducateur. C'est un rôle qui est indiqué lorsque le stagiaire possède une base théorique ou une expérience limitée ou inexistante, qui affiche un faible niveau de confiance et que le milieu est nouveau. Le superviseur adopte le rôle d'éducateur pour que le stagiaire fasse des liens entre les situations pratiques et les concepts théoriques. Comment qu'on procède, comment qu'on s'y prend? Bien, le superviseur doit mettre l'accent sur l'apprentissage et stimuler le stagiaire à utiliser de nouvelles connaissances. Il agit comme un modèle et offre des occasions de pratiquer sous supervision directe. Il donne des instructions spécifiques plutôt que générales sur les habiletés. Il suggère des lectures et d'autres ressources. Il donne de la rétroaction fréquente, concrète et directe. Alors, on peut imaginer un début de stage ou un stage d'initiation où est-ce que le rôle d'éducateur va être prédominant. Dans son cheminement, notre apprenant va progresser. Alors, on peut arriver au rôle d'entraîneur, de coach. Alors, c'est un rôle qui est indiqué lorsque le stagiaire doit perfectionner et peaufiner ses habiletés de base. Il est en mesure de cerner des problèmes et a besoin d'aide pour trouver des solutions. Son rythme d'apprentissage ralentit, mais sa perception, sa compréhension s'approfondit. Il demande de l'aide puisqu'il est conscient de ses difficultés. Le superviseur adopte le rôle d'entraîneur pour que le stagiaire développe son autonomie et améliore sa capacité à résoudre des problèmes par lui-même. Comment s'y prendre? Le superviseur doit guider doucement le stagiaire en proposant des solutions. Il augmente les défis en présentant des situations de plus en plus complexes. Il demande au stagiaire de fixer des buts cliniques et facilite l'auto-analyse en posant des questions. Il stimule la recherche de diverses options et collabore à la planification et à la résolution des problèmes. Un peu plus loin dans le processus d'apprentissage, on peut adopter un rôle de parrain ou de mentor. Le rôle est indiqué quand le stagiaire a une pensée professionnelle mature. Il sait trouver l'aide dont il a besoin, il fait face à des situations complexes, il fournit une contribution spéciale et démontre de la collégialité. Le superviseur adopte le rôle de parrain envers le stagiaire pour contribuer au développement de sa responsabilité professionnelle et la mise en valeur de ses habiletés hors du commun. Le rôle de parrain est idéal pour permettre aux habiletés hors du commun des stagiaires de s'exprimer. Alors on peut penser
un stage qui précède la certification ou un stage de perfectionnement. Comment s'y prendre? Le superviseur affine et polit les habiletés du stagiaire. Il permet au stagiaire de travailler de façon autonome. Il offre des expériences uniques. Il offre des expériences de gestion. Il met l'accent sur la contribution et le développement du stagiaire à long terme. Naturellement, les choses ne se déroulent pas toujours comme un long fleuve tranquille. Il y a parfois des difficultés. Cela va modifier le rôle du superviseur. On peut alors adopter un rôle de conseiller. C'est un rôle qui est indiqué quand le rôle d'éducateur et d'entraîneur ont échoué. Les problèmes du stagiaire nuisent au rendement. Un redressement rapide de la situation s'avère crucial. Le stagiaire demande de l'aide puisqu'il est conscient qu'il éprouve des difficultés à corriger son comportement. Le superviseur adopte le rôle de conseiller pour favoriser un engagement accru vis-à-vis du stagiaire, lequel peut mener au redressement de la situation. Dans les tentatives de redresser une situation qui affecte négativement le rendement de son stagiaire, le superviseur peut avoir eu raison d'adopter d'abord le rôle d'éducateur et d'entraîneur, mais constater par la suite que malgré ses efforts, rien n'a changé. Comment s'y prendre? Le superviseur doit mettre l'accent sur le problème et non sur la personne. Il est positif en encourageant et en offrant du soutien, il structure son approche. Il y a des discussions, le stagiaire peut s'exprimer librement. Une difficulté un peu plus prononcée peut demander le rôle d'agent de confrontation. C'est un rôle qui est indiqué quand le stagiaire a des problèmes de rendement persistants. Il démontre une incapacité à satisfaire les attentes, il est en position d'échec dans ce rôle actuel. Le superviseur adopte le rôle d'agent de confrontation avec le stagiaire pour qu'il prenne conscience de la situation délicate dans laquelle il se trouve et qu'il s'engage pleinement dans la recherche de solutions visant le redressement de la situation. Comment s'y prendre? Le superviseur doit souligner les contradictions, il maintient une attitude positive, aidante et ferme, il demeure calme. Il ne s'agit pas ici de confronter le stagiaire pour avoir raison ou pour le contrôler. Le superviseur souhaite que le stagiaire prenne conscience de la situation délicate dans laquelle il se trouve. Il doit s'engager pleinement dans la recherche de solutions visant le redressement de la situation. Alors, un des outils qu'on peut développer à ce moment-là, c'est un plan de remédiation. Alors, élaborer un plan d'intervention qui tient compte des contraintes du système. Alors, on a besoin d'un certain niveau de fonctionnement. Il va devoir démontrer qu'il est capable d'atteindre ce niveau-là. On va intervenir d'abord au niveau des causes sous-jacentes qui peuvent nuire à l'apprentissage. C'est possible qu'on découvre que la personne vit des problèmes personnels ou de maladies demandant le recours à des ressources professionnelles. On va l'encourager à consulter, à aller chercher de l'aide. Alors, ça peut être un deuil, c'est quelqu'un de proche qui est décédé. Alors, des bouleversements qui peuvent être normaux, mais sur lesquels on a quand même besoin d'intervenir pour la réussite du stage. Alors, on va l'encourager d'aller chercher les ressources pertinentes et ça va arriver que pour son cheminement professionnel, que ce soit nécessaire là, de prolonger ou de reprendre un stage. On va élaborer un plan détaillé ciblé sur le problème, fixer des objectifs de formation. On va demander aux apprenants de participer à l'élaboration de stratégies d'intervention, de mise à niveau, qui sont ajustées à leurs besoins. Alors, est-ce que c'est un problème de connaissance? À ce moment-là, on va structurer un programme d'apprentissage. Est-ce que c'est un problème plus émotif où il y a besoin de trouver des ressources pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'il vit? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la motivation où il y a besoin de se remettre en contact avec la raison pour laquelle il a entrepris cette démarche, ce stage-là, cette formation-là? Ou est-ce qu'il y a besoin d'un encadrement un peu plus serré pour une partie du stage? Alors, on veut vérifier avec lui comment on peut l'aider à avoir un succès dans son stage. Alors, on va établir un échéancier, des objectifs mesurables et des méthodes d'évaluation. Et on va assurer le suivi du processus. On va indiquer clairement les conséquences d'un échec de l'intervention et faire appel aux ressources nécessaires, puis s'assurer de l'appui de l'organisme formateur. Bien qu'il soit plus à l'aise dans certains de ses rôles que dans d'autres, le superviseur efficace saura adapter son style d'intervention aux besoins du stagiaire.
Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Je vais vous présenter la supervision des problèmes à résoudre. Vous vous demandez peut-être que faire dans certaines situations. Nous allons voir un ensemble de situations problématiques avec quelques suggestions pour les résoudre. Par exemple, l'apprenant vous reproche d'être trop négatif, de trop critiquer. On va vous suggérer de penser en termes de suggestion de changement plutôt qu'en termes de critique. Alors, le premier élément, la rétroaction positive efficace présente certaines caractéristiques. Alors, on va parler de comment formuler les rétroactions de façon positive pour éviter ce genre de plainte-là. En même temps, ça va favoriser l'apprentissage. Alors, on va vous suggérer d'utiliser des commentaires sur le comportement plutôt que sur la personne. Alors, plutôt que de juger la personne ou de l'insulter ou de lui coller une étiquette, un qualificatif. Alors, la personne n'est pas nécessairement paresseuse parce qu'elle a eu le comportement d'arriver en retard à une reprise. Alors, elle n'est pas nécessairement violente parce que dans une circonstance, elle a levé le ton. Alors, on va vouloir nuancer nos commentaires en s'intéressant au comportement plutôt qu'à la personne. On va vouloir donner des commentaires sur les observations qu'on a faites plutôt que sur des inférences à partir d'impressions. Alors, on va essayer d'identifier minutieusement les choses qu'on a vues ou qu'on a entendues, qu'on a perçues, plutôt que ce qu'on a imaginé, plutôt que l'histoire qu'on s'est racontée ou que le souvenir que ça a évoqué chez nous. Alors, plutôt que de parler de nos associations, on va parler de ce qu'on a pu observer. Et on va axer nos commentaires sur la description de ce qu'on a vu ou entendu, plutôt que sur un jugement quelconque. Faire la morale n'est pas efficace, alors on va plutôt s'intéresser à décrire les choses et à explorer les alternatives de comportement. Alors, nos commentaires vont porter aussi sur le fait que l'amélioration peut amener une performance de faible à forte, plutôt que de mauvaise à bonne. Alors, on n'est pas en train de juger moralement une situation et de rechercher la bonté, on est en train de s'intéresser dans un contexte de travail à ce qui peut être plus efficace, à ce qui peut nous amener à être plus performants, à mieux atteindre nos objectifs. Alors, on va parler en termes d'améliorer la performance pour atteindre les objectifs qu'on s'est visés dans ce contexte de travail-là. Notre interaction va porter aussi sur le ici et maintenant, plutôt que le là-bas et ici, ou à un autre moment, ou ici et là. Alors, on va essayer d'être présent et on va demander à notre étudiant, à notre apprenant d'être présent. L'interaction va porter aussi sur le concret plutôt que sur des hypothèses théoriques nébuleuses. Alors souvent, le stage est l'occasion d'appliquer concrètement des théories que les gens ont pu apprendre antérieurement. Alors on va faciliter ce processus-là en portant nos commentaires sur des choses concrètes, observables. Notre réaction va porter aussi sur l'exploration de solutions alternatives plutôt que de donner une réponse. Alors, on va être prudent de ne pas trop aller rapidement vers « fais ci, fais ça ». On a besoin d'abord de savoir le point de vue de notre apprenant. On a besoin d'avoir plus d'informations, de complexifier et de nuancer notre propre compréhension. Et on va d'ailleurs enclencher ce processus-là aussi chez nos étudiants. Alors, on va donc explorer des solutions alternatives. Qu'est-ce qui aurait pu être fait d'autre ou quelle autre hypothèse on pourrait faire par rapport à ce problème-là? Quelle autre explication aurait pu amener ce genre de situation-là et par quel autre chemin on aurait pu passer pour le solutionner. Donc, on veut enrichir la pensée, on veut que notre apprenant apprenne à réfléchir et partage avec nous sa réflexion. Notre interaction va aussi nous démontrer qu'on est sensible au lieu et au moment spécifique, plutôt que d'être général et nébuleux. Alors, on veut que notre apprenant se rende compte qu'on connaît la situation qu'il est en train de vivre et que ce dont on va parler ensemble s'applique spécifiquement pour lui
dans le contexte actuel du stage présent. Alors, notre rétroaction va porter aussi sur une question d'efficacité à atteindre notre objectif plutôt que sur des principes théoriques ou moraux. Alors, si ce qu'on veut, c'est réussir à terminer le plus rapidement possible cette partie-là de la tâche, tout ce qui est errance et tout ce qui détruit ce qu'on a commencé à faire va être à éviter. Alors, on va essayer de voir les comportements qui sont efficaces et qui nous amènent à progresser par étapes vers la cible qu'on s'est fixée. Notre réaction peut être aussi justifiée par un but commun, connu et partagé, plutôt que par la satisfaction de besoins personnels du commentateur ou l'exercice d'un pouvoir administratif, scolaire ou religieux. Alors même si ce n'est pas le cas, on ne veut pas que notre apprenant ait cette impression-là. Alors ça va être utile de s'entendre au préalable sur la raison d'être du stage, les cibles d'apprentissage qui sont les siennes, et de faire un lien entre notre rétroaction et le fait qu'il puisse atteindre ses objectifs. Alors plus qu'on va réussir à clarifier ses besoins, ses attentes, sa perception du stage, clarifier nos objectifs communs, plus il y a de chances qu'il réussisse à recevoir nos commentaires de façon utile, de façon efficace. Alors, on veut pratiquer une écoute active, démontrer un respect mutuel et un authentique désir d'aider. Alors, dans son camp, on veut aider notre apprenant à devenir un meilleur intervenant, une meilleure personne, un meilleur employé. Alors, c'est un message qu'on veut passer de façon régulière. On veut prendre le temps nécessaire puis choisir un contexte favorable lorsque c'est possible pour donner notre rétroaction. Alors, il y a des moments où la personne est submergée par trop de choses, trop de tâches, un contexte trop difficile. Alors, on va essayer de moduler nos interventions pour que ça arrive à un moment opportun, un moment où la personne peut être réceptive. On va travailler à spécifier les buts et les objectifs à atteindre à partir du début, lorsqu'on clarifie les raisons d'être du stage, lorsqu'on communique nos attentes par rapport au travail que la personne assume. Donc, c'est un processus continu sur lequel on va revenir régulièrement. On va différencier la rétroaction et l'évaluation. Alors, idéalement, on souhaiterait pouvoir donner des rétroactions fréquentes à faible impact. Alors, on ne veut pas mettre la personne dans une situation où est au maximum du stress possible et qu'on l'évalue seulement qu'une fois et que tout son stage est basé sur cette évaluation-là. On veut au contraire donner des rétroactions régulières, aider la personne à s'améliorer, d'avoir une position d'apprentissage plutôt que de vivre un grand stress avec des critères exigés demandant une position de performance. On veut cibler ce qui peut être changé. Alors, on ne demandera pas à une personne de mesurer 7 pieds si ce n'est pas le cas. Alors, on va faire attention que nos comportements que nos suggestions portent sur des comportements que la personne peut modifier. Pas non plus sur des traits de personnalité, on n'est pas en psychothérapie, mais comment elle peut agir d'une façon qui va être plus productive, en tenant compte de ses caractéristiques personnelles. C'est préférable de faire une ou deux demandes de changement à la fois, ou du moins tenir compte de ce qui peut être absorbé à une séance de rétroaction. Alors, on va éviter de submerger la personne de commentaires de telle façon qu'elle ne puisse pas les intégrer. Alors, on va faire notre part, mais on va essayer de faire notre part au bon moment, de la bonne façon. On va souhaiter demeurer calme, ne pas oublier de souligner les aspects positifs de la personne aussi pour équilibrer les choses. Alors, c'est comme si on était en train de construire une relation avec un capital positif à mesure qu'on réussit à communiquer de façon qui est utile, de façon qui est respectueuse. Alors, ça va faciliter le fait de recevoir des commentaires, des demandes de changement qui peuvent être plus difficiles à intégrer dans la façon de percevoir de notre apprenant. On souhaite que les rétroactions soient fréquentes plutôt qu'un hit and run d'une fois où est-ce qu'on donne un grand coup et qu'on laisse la personne abasourdie. On veut faciliter un processus continu d'apprentissage avec l'occasion de reprendre le bon chemin si jamais c'est égaré. On va adapter notre style de communication au style de l'apprenant. C'est possible qu'avec certaines personnes, on
à être un peu plus énergique avec d'autres personnes, qu'on ait à être un peu plus ralenti et à laisser la personne intégrer à son rythme le contenu de ce qu'on discute. Alors, plus qu'on connaît la personne, plus qu'on peut adapter notre style de communication aux besoins de notre apprenant. On va débuter par une auto-évaluation. On va demander à la personne des exemples de ce qui s'est bien passé, des choses qu'elle a fait dont elle est fière, des bons coups, puis éventuellement des difficultés qu'elle peut avoir de ce qui pourrait être amélioré ou des questions qu'elle pourrait avoir par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais de commencer par une auto-évaluation permet de favoriser une réflexion, une pensée réflexive sur le comportement que la personne a, puis on veut que ce soit un processus continu qui se poursuit même dans sa carrière. Alors, on va éviter les questions et formuler un plan, puis vérifier l'engagement à faire différemment. On a formulé une demande de changement. On va vérifier jusqu'à quel point ça a du sens, qu'est-ce qu'elle retient de tout ça, et jusqu'à quel point elle est prête à collaborer pour améliorer certaines situations qui pourraient être plus productives, plus efficaces. Le Centre national de formation en santé de l'Université d'Ottawa, en 2017, a résumé l'évaluation sommative en 7 étapes. A. Lire le formulaire d'évaluation fourni par l'établissement d'enseignement, qui peut varier d'un établissement à l'autre. Consultez vos notes de supervision relatant vos observations durant le début du stage. C'est important donc d'avoir ces notes de supervision-là qui vont vous permettre de reviser votre expérience avec cet apprenant. Examinez les faits en relation avec les critères d'évaluation. Analysez l'écart entre les objectifs et les résultats observés. Posez un jugement fondé sur les faits par rapport à l'atteinte ou non des objectifs. Alors, jusqu'à quel point que ce qui s'est passé correspond aux attentes du milieu. Inscrire la cote appropriée selon l'échelle fournie et offrir une rétroaction aux stagiaires. Plus que le processus se fait par étapes de façon continue, où vous avez plusieurs observations que vous pouvez partager régulièrement avec l'appreneur, plus qu'on facilite le cheminement pour éviter d'avoir des incompréhensions en fin de stage. Alors, à la fin du stage, si ce n'est pas encore fait, on procède à l'évaluation sommative du stagiaire et lui offrir une rétroaction. Évaluation sommative, celle qui compte par rapport à l'accréditation du stagiaire. Offrir au stagiaire une appréciation globale du stage distincte de l'évaluation pédagogique. Recueillir les commentaires du stagiaire sur son expérience de stage. Demander au stagiaire de remettre les clés, la cocarde, la vignette de stationnement, les livres ou la documentation empruntée aux endroits appropriés. Permettre au stagiaire de faire une tournée auprès des membres de l'équipe pour les saluer. Informer le stagiaire du processus de dotation, comment être engagé à l'intérieur de l'établissement. Expliquer au stagiaire qu'il devra compléter l'évaluation de stage. Faire une réflexion sur l'expérience de supervision. Voyons maintenant un autre problème qui peut se présenter dans le cadre de la supervision. L'apprenant manque de respect envers le client. Naturellement, là comme ailleurs, on va vous suggérer de servir de modèle de rôle, c'est-à-dire de démontrer l'attitude que vous souhaitez que l'apprenant adopte. Alors, si notre apprenant voit qu'autour de lui, on traite les gens d'une certaine façon, on augmente les chances qu'il adopte le même type de rôle. On va aussi fournir des lieux de partage et de délibération. La meilleure façon de nuancer ou de complexifier la perception d'une situation, d'enrichir les valeurs de la personne, c'est de lui donner l'occasion d'en discuter avec des gens qui vivent les valeurs qu'on souhaite promouvoir. Alors, d'avoir des lieux où les gens peuvent parler de leur façon de voir les choses nous permettre de présenter des points de vue alternatifs plus souhaitables. On veut semer le doute face aux croyances erronées ou inappropriées. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est de commencer par laisser les gens nous exprimer leur perception, leur point de vue, leurs croyances, leurs présuppositions, leurs préjugés. Et éventuellement, de présenter des expériences correctrices ou des points de vue alternatifs à ce sujet-là. Naturellement, ça peut se faire par étapes. On veut promouvoir les valeurs qu'on souhaite voir adoptées dans le milieu.
On va inviter le stagiaire, le résident à mettre à jour, enrichir et complexifier sa compréhension de l'univers professionnel. On veut qu'il se rende compte de l'impact que ces comportements peuvent avoir, des valeurs qui sont véhiculées. Alors, on veut favoriser des mises en situation, des jeux de rôle qui favorisent l'empathie, que ce soit par des vrais jeux de rôle où on joue une situation ou en imagination où est-ce qu'on lui demande de se mettre dans certaines situations. Par exemple, comment tu t'imagines que la personne se sent lorsque tu fais telle chose? D'après toi, c'est quoi ses intentions lorsqu'il s'adresse à toi de cette façon-là? On essaie de trouver une intention positive plutôt que de fonctionner sur des hypothèses négatives. Qu'est-ce qu'une personne qui l'aime te dirait à son sujet? Alors, le point de vue différent de ce qu'on a spontanément, surtout lorsqu'on ne connaît pas des catégories de patients ou de clients qu'on rencontre. Alors, à sa place, comment toi tu souhaiterais être traité? Si tout va pour le mieux, qu'est-ce que lui souhaiterait pour la suite des choses? Pourquoi une personne raisonnable, rationnelle et décente ferait-elle ce que je viens de voir? Alors, on veut essayer de comprendre le point de vue de personnes qui peuvent être différentes, marginales, ou avec lesquelles on est moins à l'aise, ou des cultures qu'on a moins fréquentées. Alors, on veut promouvoir une certaine forme d'ouverture, puis de favoriser les hypothèses qui vont être les plus utiles pour pouvoir travailler dans le milieu. Un autre exemple de problème qui peut se présenter, l'apprenant manque de respect envers les secrétaires et le personnel clérical. Alors là aussi, on veut servir de modèle de rôle. Avec l'expérience, on découvre jusqu'à quel point c'est important d'avoir un climat de travail positif et d'avoir des alliés dans le milieu de travail. Alors, des attitudes condescendantes ou méprisantes ou infantilisantes vont créer un milieu de travail qui vont rendre très difficile de faire notre tâche de façon efficace. Alors, on veut promouvoir le respect envers les clients, mais aussi envers les gens avec qui on travaille, qu'on côtoie. Alors, on peut témoigner au sujet de l'importance de l'équipe de soins puis de leur collaboration. Alors, d'exprimer notre appréciation de chacun des membres de l'équipe et que chacun a son rôle et qu'éventuellement, on a avantage à créer un climat où chacun peut réaliser sa tâche de façon optimale. Bon, une des façons de le faire, on peut servir comme suggestion, comme modèle, se présenter, se concentrer dans notre interaction, maintenir un contact visuel approprié, savoir de regarder la personne sans nécessairement la fixer, un contact physique approprié, des demandes claires, s'assurer d'être bien compris, avoir un ton approprié, sans interrompre. On va s'entraîner à demander plutôt que d'exiger. Alors, d'expliquer ce qu'on souhaite, la raison et de quelle façon, dans quel délai qu'on souhaiterait que les choses se passent. Utiliser des observations, exemples de reproches appropriés, spécifiques, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles. Alors, on va encourager les gens à exprimer les faits et à exprimer leurs souhaits, comment ils souhaiteraient que les choses se passent. On va adapter notre niveau de langage en évitant d'utiliser un langage trop condescendant ou injurieux. Alors, c'est possible que les gens avec qui on travaille n'utilisent pas nécessairement le même vocabulaire que nous. Si on veut être compris, on va faire l'effort d'exprimer les choses en termes qui sont compréhensibles pour ceux à qui on s'adresse. Ça peut arriver aussi que l'apprenant flirte avec la patiente, avec toutes les variations possibles. Mais bon, lorsqu'il y a une relation ambiguë ou de séduction. Alors là aussi, on veut servir de modèle de rôle pour que la personne constate que dans notre milieu de travail, on traite les gens avec respect, en étant prudent par rapport à ce qui pourrait être mal interprété.
On va respecter la pudeur du client, observer une distance professionnelle, moduler ses interventions selon les principes scientifiques et les règles de l'art. Il y a une certaine distance à maintenir pour s'assurer d'éviter les ambiguïtés, pour éviter les accidents. On va aménager adéquatement l'environnement, ça peut être des rideaux, des jaquettes d'examen, les tenues vestimentaires. Alors on veut s'assurer d'éviter des situations inconfortables ou ambiguës. On va aussi utiliser un langage sans ambiguïté, sans vulgarité, sans sous-entendu, sans double sens. Alors on va être prudent là aussi. Bon, particulièrement faire attention à l'humour qui peut être un arme à double tranchant et qui peut être mal interprété. Au besoin, on va recourir à la présence d'une tierce personne. Alors, dans les situations où on craint un malaise ou un malentendu, ça peut aider d'avoir un appui, une personne qui peut nous accompagner et témoigner de ce qui s'est passé. Et on va mettre des limites dès que la situation crée un malaise. Souvent, les gens commencent à être sur une pente glissante là, où est-ce que les choses pourraient mal tourner ou pourraient porter à malentendu. Alors, dès qu'on sent qu'il y a une situation qui mériterait notre intervention, on va intervenir rapidement dans ce contexte-là. On va identifier les moments de vulnérabilité. Les gens sont plus vulnérables à tomber dans des jeux de séduction. Lorsqu'il y a un dévouement excessif où les gens en font trop, ce qui prête à interprétation. Lorsque les gens vivent la solitude, leurs besoins ne sont pas satisfaits dans leur vie personnelle. Lorsque les gens vivent un deuil et qu'ils sont plus vulnérables, qui sont plus en besoin de contact. Alors, on va aider les gens à identifier leurs moments de vulnérabilité, puis leur suggérer des moyens alternatifs pour satisfaire leurs besoins ou pour travailler sur les problèmes psychologiques qu'ils peuvent rencontrer à ce moment-là. En cas de doute, on va encourager notre apprenant à en parler à une personne de confiance. Alors, c'est important dans les situations ambiguës, de surtout ne pas les vivre en secret. Alors, on veut qu'en cas de doute, la personne se trouve un lieu de parole et d'avoir une rétroaction sur comment la situation pourrait être gérée. L'apprenant ne respecte pas l'engagement qu'il a pris de changer certains comportements. Alors, ça arrive qu'on intervient, qu'on suggère des choses, parfois ça tourne pour le mieux, parfois la situation demande une deuxième intervention. La première fois qu'une personne est en retard, elle est simplement en retard, on lui signaler et elle promet de s'améliorer. La deuxième fois qu'une personne est en retard, elle n'a pas respecté sa promesse, qui est déjà un problème différent. La troisième fois, elle s'est engagée sur la route des mesures disciplinaires. Alors, on va être conscient qu'on va avoir à adopter certains rôles qui peuvent varier dépendamment là, de l'inefficacité des premières interventions. Alors, c'est possible qu'on ait à passer à des interventions un peu plus musclées ou un peu plus directives. Alors, on va d'abord décrire l'écart entre les attentes et la réalité. Alors, de souligner qu'on s'attendait à telle chose, puis que ce qu'on a observé, entendu, c'est plutôt autre chose. Donc, il y a un écart qu'on peut nommer décrire. On va souligner qu'on pensait qu'on avait une entente à ce sujet-là, qu'on avait parlé, qu'on croyait que c'était clair. On peut être surpris. On veut créer un climat de sécurité. Alors, c'est pas qu'on veut persécuter la personne, c'est pas qu'on veut la congédier, c'est pas qu'on veut la torturer avec ça, on veut juste bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis s'entendre sur la suite des choses, parce que c'est important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On donne l'occasion à la personne de nous décrire l'événement. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas respecté les ententes? Avec un réel désir de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une personne saine et intelligente procède de la façon qu'elle a procédé, on a besoin de plus d'informations. Alors, on va explorer les conséquences positives et négatives à moyen et à long terme du comportement qu'elle adopte. On va l'encourager à procéder à des changements durables à ce sujet-là.
Alors, on va mentionner les options et rappeler les valeurs et les attentes qu'on a par rapport à la situation, puis l'importance que ça a pour nous. Alors, on va fixer un plan, comment que la personne va s'assurer de réussir à maintenir le comportement qu'on souhaite voir, comment que ça va être appliqué, puis comment qu'on va constater que c'est bien ça. On va fixer un point de suivi. Alors, c'est pas une intervention isolée, que ça a été suffisamment important pour qu'on en parle et qu'éventuellement, on va en reparler dans un certain délai. L'apprenant suscite des conflits entre le milieu de stage, les patients et le milieu universitaire. Alors, certaines personnes ont cette facilité-là à créer des conflits autour d'eux. Alors, on va clarifier préalablement les rôles de chacun, savoir qui fait l'évaluation, quel genre d'impact chacune des évaluations a, qui prend les décisions en cas de problèmes qui n'ont pas été résolus, à qui la personne doit s'adresser si elle a des demandes de changement ou des suggestions à apporter. Alors, on va clarifier les rôles de chacun, y compris notre propre rôle. Voici ce que moi je vais faire pour toi et voici de quelle façon je vais procéder. On va demander à l'apprenant de s'adresser à la bonne personne. Alors, s'il y a un problème au niveau de son cheminement académique, c'est possible que ce soit le milieu de formation auquel elle va s'adresser, cégep universitaire. Alors, les représentants de l'institution, si c'est au niveau du stage lui-même, c'est possible que s'il y a un aspect organisationnel, que ce soit plus avec la personne qui s'occupe de la gestion. Si c'est vraiment au niveau de son stage et du contenu, bon, c'est au niveau de l'intervention comme telle, on peut clarifier le rôle qu'on va adopter par rapport à ça. On va exprimer clairement les attentes du milieu envers les stagiaires. Alors ça va nous permettre de souligner quand est-ce que c'est conforme à nos attentes ou non conforme à nos attentes. On va créer un lieu de parole où les apprenants peuvent exprimer leur point de vue et être écoutés. Alors, il n'y a pas de mal à vouloir exprimer son point de vue, ses suggestions d'amélioration et de contribuer à ce que le stage soit un succès. Alors, on veut avoir un lieu de parole où c'est possible d'en parler, puis on veut le comprendre. Maintenant, comprendre ne signifie pas nécessairement qu'on va être d'accord, mais on veut s'assurer de comprendre assez bien pour être capable d'exprimer son point de vue à un tiers si on avait à le faire. Alors, d'être capable de bien comprendre son point de vue, de le reformuler. Alors, c'est vraiment comme ça que tu vois les choses, c'est bien ça. Et après ça, bon, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est d'accord, on peut avoir un autre point de vue par rapport à ça. C'est certainement une des possibilités d'en arriver à la conclusion qu'on a un point de vue différent là-dessus. Et on veut s'assurer que chacun comprend le point de vue de l'autre. On va reformuler avec empathie notre compréhension du point de vue exprimé. On veut s'assurer qu'on comprend bien. Comprendre ne signifie pas nécessairement être d'accord. Alors, la sympathie, c'est qu'on tombe dans le problème et qu'on ne voit pas beaucoup plus clair. C'est pas nécessairement le point de vue idéal. La compassion, bon, on peut souffrir, mais ne rien faire. Alors, l'empathie comprend d'être capable de voir la situation du point de vue de l'autre, tout en gardant une certaine distance, puis d'utiliser notre marge de manœuvre, notre zone de pouvoir, pour aider à améliorer la situation, si c'est dans le domaine du possible. Alors, on va exprimer son point de vue et demander à être écouté. Alors, après avoir bien pris le temps de comprendre le point de vue de notre apprenant, on peut décrire, nous, qu'est-ce qu'on a constaté, les faits qu'on a constatés, le sens qu'on a donné à ça, l'impact que ça a eu sur nous, et soit qu'on est curieux ou préoccupé ou un peu confus, alors quelle émotion est suscitée par la situation, puis comment qu'on souhaiterait que les choses se dénouent. On va demander une réaction à la personne, puis on va écouter sa réponse. Alors, c'est une étape importante. On va exprimer notre perception de la situation. C'est possible qu'on ait un point de vue différent. On est quand même intéressé à savoir comment que notre apprenant, ce que lui a compris et comment lui voit la situation.
On va clarifier la marge de manœuvre, la zone de pouvoir de l'apprenant, à savoir qu'est-ce qu'il peut faire, où est-ce qu'il peut porter plainte, auprès de qui il peut demander à être entendu. Alors, les procédures de révision, s'il y a des révisions de notes ou de commentaires sur les stages, alors on veut qu'il soit bien informé de ça. C'est possible que ce soit l'institution là, qui chapeaute le stage qu'il fasse. Alors, on va clarifier sa marge de manœuvre et sa zone. Aussi clarifier notre propre zone de pouvoir comme superviseur. Alors, voici ce que moi je fais, à qui je donne un rapport, sur quoi mes informations sont basées. Alors, on veut clarifier les choses là-dessus. Après toutes ces discussions, on va exprimer clairement notre position et nos intentions. On va mettre certaines limites en clarifiant le fait qu'on n'est pas nécessairement au service de l'apprenant et obligé d'obéir à toutes ses demandes et ses revendications. Alors, de respecter le fait qu'on a des rôles différents. Et définir la prochaine étape. Voilà, on a fait certaines choses qu'on avait à faire. On va attendre maintenant l'étape suivante. Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Je vais vous présenter un diaporama qui s'intitule « Superviser une tâche manuelle ». Alors souvent, lorsqu'on parle de supervision, on pense à quelque chose de très intellectuel, avec plein de feuilles à remplir et de lectures à faire et de formations à suivre. Alors on veut vous en parler de façon un peu plus concrète, un peu plus simple. Superviser, ça peut demander des interventions bien concrètes. Alors par exemple, dans un premier temps, on peut s'enligner pour demander aux stagiaires d'observer le professionnel en action. Alors souvent, il y a des stages d'observation. Alors on peut imaginer une situation où on demande à la personne d'observer 3 fois l'employé qui est en train de faire le travail. Puis un apprentissage par la suite où est-ce que pendant 3 fois aussi, il va travailler côte à côte avec la personne pour poser des questions ou avoir des corrections côte à côte dans l'action. Et une troisième étape où, encore une fois, 3 fois, le superviseur va regarder le stagiaire poser les actions concrètes qu'il est en train d'apprendre pour pouvoir donner des rétroactions encore là au moment où ça se produit. Alors naturellement, c'est l'occasion de souligner les bons coups. Rien dire qui est faux. On n'est pas obligé de tout dire ce qui nous passe par la tête, mais c'est important que ce qu'on va dire est vrai, que ça fit avec ce qu'on a de l'air, qu'on n'est pas en train de conter des histoires. Alors souligner ce qu'on a observé, compte tenu de l'étape dans laquelle notre stagiaire est, alors de lui donner de l'information sur ce qu'on a vu qui était bien. Et plutôt que de parler de critiques, on va plutôt suggérer des améliorations. Alors, ça serait plus facile, plus efficace si tu t'y prenais de telle façon, ça serait moins épuisant de travailler de telle façon. Avec l'expérience, ça va devenir plus facile de faire les choses de cette façon-ci. Alors, on va donner de l'information en mettant en contexte, en soulignant le fait que c'est un processus normal d'apprentissage compte tenu de l'étape dans laquelle notre stagiaire se trouve. Alors, on va déterminer les étapes d'apprentissage. Alors, on va regarder avec notre stagiaire qu'au début, c'est normal de faire les choses de telle façon. On va lui donner une rétroaction sur où est-ce qu'il en est rendu par rapport aux jalons de progression, par rapport aux étapes d'apprentissage de ce qu'il est en train d'acquérir. Et on va exprimer en même temps nos attentes. Si à la fin du stage, on s'attend à ce que tu sois capable de faire telle chose. C'est une étape importante parce que ça va nous permettre à la fin, au moment de donner notre rétroaction finale, il n'y aura pas de surprise. Ça va nous permettre de référer à est-ce que c'est conforme ou pas conforme aux attentes qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a
observer qu'est-ce qu'on a vu comme apprentissage, qu'est-ce qu'on a suggéré comme amélioration, quel cheminement on l'a vu faire. Alors, c'est plus facile s'il y a plusieurs petites rétroactions dans un contexte qui n'est pas trop menaçant. Et éventuellement, la finale ne sera pas une surprise à ce moment-là. Alors, on va clarifier aussi les procédures établies, la façon de faire lorsqu'on fait la tâche que vous êtes en train de montrer aux stagiaires. Alors, la fréquence de cette tâche-là, les protocoles d'entretien, les procédures pour se rappeler de ce qu'il faut faire. Alors, on veut lui donner un peu d'informations pour que lorsqu'il va arriver dans le milieu de travail, qu'il s'attende un peu que les choses se passent de cette façon-là. On va rendre explicite ce qu'on pense. Par exemple, on peut lui dire qu'il a peut-être remarqué qu'on s'y prenait de telle façon, qu'on avait recommencé quelque chose qui avait déjà été fait, parce qu'on a remarqué un petit défaut ou quelque chose qui n'était pas conforme à ce qu'on souhaite obtenir, ou qu'on a eu une information supplémentaire. Alors, il y a plein de choses comme ça avec l'habitude qu'on réfléchit ou qu'on est sur le pilote automatique. Alors, pour donner l'occasion à notre stagiaire de nous rejoindre à ce niveau-là, on va apprendre à exprimer à haute voix notre raisonnement par rapport aux tâches qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi on le fait? Quel résultat qu'on veut obtenir? Ça va faciliter l'intégration du même raisonnement chez notre stagiaire. Alors, on veut faire un apprentissage technique, physique, mais on veut aussi l'aider à développer une capacité de raisonnement par rapport à sa tâche, puis qu'il comprenne le sens de ce qu'il est en train de faire. Alors, on va donc rendre explicite, exprimer l'importance de chaque étape, pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire, les conséquences si on ne le faisait pas, et les avantages de procéder de cette façon-là. Encore là, on est en train d'entraîner notre stagiaire à avoir un raisonnement semblable à celui qu'un bon employé aurait. Une des façons de faciliter le stage et de l'enrichir, c'est de faire un pairage entre plusieurs stagiaires. Ça donne l'occasion aux gens d'apprendre en compagnie de gens qui sont au même niveau qu'eux. Alors souvent, ça a un impact de voir que quelqu'un qui a quelques pas de plus devant nous s'y prend de telle façon. Ça permet aussi de partager ses connaissances. Alors, une belle occasion d'intégrer les connaissances et de faire quelques pas de plus avec une rétroaction des pairs. On va faciliter au fait d'avoir un collègue qui peut donner des rétroactions, un autre superviseur qui peut, soit pour une tâche précise ou pour un temps déterminé, valider un peu les choses qu'on a dit, observer la performance de notre stagiaire, et ça va enrichir notre rétroaction aussi. Alors, s'il y a plusieurs personnes qui ont constaté certaines choses, bien, ça donne un peu plus d'impact, autant au feedback d'appréciation qu'au feedback de suggestion, d'amélioration. Alors, prenons quelques exemples. Que faire? Béatrice est découragée, ne se sent pas capable d'effectuer ses tâches seule, elle constate qu'il lui manque toujours des éléments. Quand elle discute avec son superviseur, elle lui dit que c'est bon, mais il y a toujours des éléments qu'elle a oublié de faire. Elle conclut qu'elle n'est vraiment pas habile. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? C'est possible que Béatrice soit un peu perfectionniste, c'est possible qu'elle s'en demande beaucoup, c'est possible qu'elle n'est pas habituée de se faire confiance. Alors, c'est une des situations où c'est important de rappeler à notre stagiaire à quelle étape de son développement elle est présentement, puis lui donner la permission de prendre le temps de s'améliorer petite étape par petite étape. Au début, c'est plutôt une bonne chose d'être capable d'apprendre des choses qu'on a oubliées, d'apprendre de ses erreurs. Alors, progressivement, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Alors, si Béatrice est dans un stage final, ben, c'est possible qu'effectivement, ça soit un problème et qu'on aille à prendre des mesures pour la remettre à niveau. Mais bon, si c'est un début de stage, effectivement, là, on va normaliser, puis on va lui suggérer d'attendre, d'avoir l'occasion d'intégrer tout ça avant de porter un jugement trop sévère envers elle, surtout si on a observé que c'était conforme aux attentes en termes d'évolution. Alors, que faire? Claude adopte un langage familier avec les patients qu'il croise. Il dit par exemple à une personne âgée « Hey, salut la petite madame, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? » Alors, le tutoiement
les commentaires un peu trop familiers dans un contexte qui n'est pas tout à fait respectueux. Alors on va explorer avec Claude le fait qu'à l'intérieur du cadre de son travail, il y aurait probablement avantage à avoir des relations un peu plus formelles, un peu plus respectueuses, un peu plus polies. Ça peut arriver que souvent, ce ne soit pas un problème, donc il prit ça comme un signal que c'est correct pour lui de le faire. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont être sensibles à ce genre d'approche-là et on risque d'avoir des plaintes, des complications et un climat de travail plus désagréable. Alors, on va l'encourager à socialiser de façon un peu plus respectueuse puis un peu plus formelle, entre autres en utilisant le vouvoiement pour les personnes âgées. Monique reproche à sa superviseure de toujours dire la même chose, que tout semble correct tout le temps, et il trouve qu'il n'apprend rien de son stage. Alors, ça peut être intéressant de revérifier avec Monique c'était quoi ses attentes par rapport au stage, qu'est-ce qu'elle souhaitait obtenir. Ça peut être l'occasion d'enrichir son stage en lui donnant des défis un peu plus à sa mesure. Alors, c'est possible de complexifier la tâche, de lui donner des défis en termes de durée, de varier un peu les tâches qu'on lui demande de faire. Alors, ça peut être l'occasion de regarder avec elle ce qu'elle est prête à faire pour enrichir son stage. En même temps, on va faire le lien avec le milieu de travail. Alors, il y a certains milieux de stage qui peuvent être plus semblables à ce qu'elle fait quotidiennement. Alors, ça peut être une information aussi sur sa réflexion, sur quel genre de travail qu'elle souhaite faire par la suite. Alors donc, explorer qu'est-ce qu'elle souhaite exactement, c'est quoi ses attentes, et vérifier si on peut complexifier et enrichir sa tâche pour correspondre à ce qu'elle exprime. Nicole reprend son superviseur en disant « C'est pas comme cela que j'ai appris, c'est pas les produits-là qu'on utilisait, notre équipement était pas mal plus récent. » Alors encore là, on va devoir explorer avec Nicole c'était quoi la nature de ses attentes, comment qu'elle souhaiterait que les choses se passent. On va devoir aussi lui donner de l'information sur la réalité du milieu des stages et la réalité du milieu du travail aussi. Une partie du stage qui est d'apprendre à développer une certaine souplesse et d'être capable de faire du mieux qu'on peut avec les ressources qui sont vraiment disponibles. Il y a des milieux de travail où l'équipement est très récent, il y a des milieux de travail où l'équipement va être un peu plus expérimenté, disons. Alors, on va reprendre avec Nicole des attentes un petit peu plus réalistes. On va l'encourager à faire du mieux qu'elle peut compte tenu des choses, que sa formation était sans doute là, très pertinente et très aidante, mais que maintenant, le stage, justement, c'est prendre ses connaissances et les appliquer dans le vrai monde, alors qu'elle aurait, c'est un avantage, c'est une étape importante d'apprendre à faire les choses comme on lui suggère de les faire et de se préparer comme ça au milieu du travail. La stagiaire explique son retard en après-midi en disant que le dîner s'est éternisé. Alors, c'est peut-être une bonne raison dans sa famille, c'est peut-être une bonne raison avec sa conjointe, mais bon, dans le cadre d'un stage, c'est pas comme ça qu'on souhaiterait que les choses se passent. On va lui rappeler les règles de fonctionnement, le comportement attendu d'un stagiaire et dans le milieu du travail qui va probablement rencontrer un peu les mêmes exigences, à savoir qu'on s'entend qu'il respecte ses horaires et que son plaisir personnel ne justifie pas le fait de ne pas respecter ces attentes-là à l'intérieur d'un stage et du milieu du travail. Sébastien est le meilleur étudiant de son groupe, il démontre beaucoup d'assurance. Depuis le début du stage, il y a 2 semaines, en plus d'exprimer sa grande fierté au sujet de ses propres compétences, il reprend constamment les autres stagiaires de son groupe. Ça crée des tensions entre les stagiaires, le ton monte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, probablement que Sébastien a remarqué la réaction des gens de son entourage, peut-être pas. Alors, ça va être l'occasion d'avoir une petite discussion en tête-à-tête avec lui sur comment il trouve le déroulement de son stage, c'est quoi ses attentes par rapport au stage, c'est quoi les choses sur lesquelles il se concentre. Possible qu'il ait de grandes habiletés techniques, mais qu'au niveau relationnel, peut-être qu'il a remarqué que les gens réagissaient un peu à sa présence et à certaines de ses interventions. Quel sens qu'il peut donner à ça?
comment il s'explique ces choses-là. Et bon, si on considère que son stage est aussi l'occasion d'apprendre comment interagir avec des collègues, alors que ce serait peut-être un défi qui pourrait relever de trouver une façon que ce soit un peu plus harmonieux. Savoir qu'il peut profiter de ses grandes compétences, mais continuer à apprendre et mettre l'accent sur apprendre à interagir avec des collègues d'une façon un peu plus harmonieuse. Bon, une des façons de le faire, c'est de respecter un petit peu plus sa marge de manœuvre comme stagiaire. Donc, il n'y a pas encore un statut de professeur, d'enseignant ou de superviseur. Donc, c'est important de faire ces suggestions de façon un peu plus humble et respectueuse. Et de vérifier l'impact que ça peut avoir sur le climat de travail. Puis de fait, ça va l'aider à être plus performant dans un climat de travail qui est un peu plus agréable. C'est un défi que c'est important de relever parce que ça va lui être utile pour le reste de sa carrière. Alors d'être capable d'interagir de façon harmonieuse avec les gens, c'est quelque chose qui va lui être utile pour le restant de sa carrière et de sa vie, là comme ailleurs. François vous dit qu'il a fait une tâche, mais lorsque vous allez vérifier, vous ne voyez pas d'évidence qu'il l'a vraiment faite. Alors une première étape, c'est effectivement d'être un peu perplexe et de se demander qu'est-ce qui se passe. Alors on va aller voir François et on va lui exprimer les faits. Alors j'ai été voir tel endroit, j'ai pas vu d'évidence, les choses n'étaient pas différentes de ce que je m'attendais avant que tu fasses la tâche en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors de lui demander de nous décrire les événements. C'est possible qu'on découvre qu'il a fait une tâche, mais pas à cet endroit-là, qu'il a fait une tâche, mais pas celle qu'on s'attendait. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Alors, c'est une première étape là, de décrire les faits, d'exprimer notre étonnement, notre surprise et notre interrogation et lui demander de poser une question ouverte. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une information que je n'ai pas, quelque chose que je devrais savoir? Et on va par la suite vérifier si c'est nécessaire de lui demander de refaire la tâche ou de faire la tâche qu'il n'a pas fait parce qu'il pensait que c'était une autre. Alors, de lui donner l'occasion d'apprendre à l'intérieur de son stage ces choses-là aussi.